Alors, les sans-dents, c'est un jeu de mots assez mesquin, méchant, Oui. sur justement des problèmes de soins dentaires qui marquent ces personnes. On pourrait presque dire sans-dents les descendants, mais descendants de qui? Des Gaulois réfractaires. Et à un moment donné, le capitaine de Pédalo, puisque c'est comme ça qu'on l'appelait aussi, le Flamby, et puis ses successeurs, feraient bien de se méfier justement de ces Gaulois réfractaires et de ce que vous appelez la tempête qui vient. Parce que quand on est avec son petit Pédalo et qu'il y a une grosse tempête à l'horizon, en général, on n'emmène pas large. C'est peut-être ce qu'on a envie de souhaiter aujourd'hui, une tempête. Eh ben, c'est bien le problème. C'est la fin de notre système démocratique, on l'a bien vu. Et puis c'est la fin du système tout court, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on avait un système qui nous permettait d'avoir j'ai cru comprendre qu'à un moment donné, il y avait un exécutif et qu'il y avait des députés et des parlementaires qui contrôlaient l'exécutif. Manifestement, on en a parlé rapidement, mais les députés aujourd'hui, d'ailleurs, ça serait bien que les députés commencent à revenir à l'Assemblée nationale, puisque c'est quand même 73% d'absentéisme sur les votes publics ces derniers mois. Donc moi, je leur propose de revenir s'asseoir. Parce que n'importe quel salarié aujourd'hui, ou n'importe quel petit patron qui s'amuserait à être 73 de son temps, 73% de temps absent ou en train de faire autre chose. À la buvette, par exemple. Voilà, à la buvette, ou faire autre chose à la buvette notamment. Oui. Ces gens-là, aujourd'hui, n'importe quel salarié ou chef d'entreprise fermerait sa boîte ou serait licencié sur le champ. Clairement. Et donc, on a ces gens qui, manifestement, je reviens à mon idée, qui sont dans une optique purement politicienne, avec 2027, et pour la plupart aussi pour de nouvelles législatives. Donc, ils n'ont aucun intérêt à foutre le bordel. Aucun intérêt à foutre le bordel. C'est-à-dire, foutre le bordel, je suis trivial, un peu vulgaire, mais c'est de renverser la table et de voter une motion de censure ou de ne pas laisser accéder, notamment au Conseil constitutionnel, le mutualiste Richard Ferrand. Ouais. Ça aurait été peut-être pas mal, d'un moment donné, de s'opposer à ça, mais c'est pas le cas. Mais c'est pareil, du côté de la LFI, pour le coup, j'ai pas de chapelle, vous le savez. Du côté de la LFI, on pose des motions de censure en sachant très bien qu'en France, ça votera pas, donc finalement, c'est le statu quo permanent. Et on se retrouve là-dedans. C'est-à-dire, c'est quelle issue politique, quelle issue démocratique aujourd'hui? Je pose la question, moi. Je pose la question à l'Élysée, je pose la question à Matignon, je pose la question à tous ces gens. C'est quoi l'issue démocratique aujourd'hui? Est-ce que vous pensez véritablement... Normalement, c'est le suffrage, ce sont les urnes. Oui, or, elles ont démontré, ces urnes, le résultat, surtout avec les législatives anticipées. Exactement. Et le seul suffrage qui est valable aujourd'hui, ça aurait été le référendum. Ouais. Avec la trahison de la classe politique depuis 30 ans, certaines fois remonter à 40 ans ou 30 ans, peu importe, moi je pense que c'est 2005. Je pense que vraiment le basculement c'est 2005, je rappelle aux téléspectateurs, c'est le traité constitutionnel 2008, février 2008, Sarkozy fait passer au congrès de Versailles en force, droite et gauche main dans la main, le traité de Lisbonne qui avait été rédigé en partie par l'émérite, l'inénarrable, Michel Troïka Barnier, formidable, qui est maintenant d'ailleurs, c'est Michel Troïka Barnier. Donc, et Giscard, évidemment, on avait dit la Constitution Giscard. Ah oui, Barnier. Oui, c'était le groupe Amato qui ont pris le premier texte constitutionnel où les Français ont dit non. Il s'est dit, bon, on va quand même réécrire un petit peu, on va changer 3 virgules, 3 paragraphes, on va faire un nouveau Word, on va faire un textel. Et puis le groupe Amato a rédigé ça, et Sarko l'a fait passer au traité de Versailles, mais c'était pas le même traité. Non. Voilà, mais c'était pas le même prix, mais c'était le même fond de sauce. Voilà, donc ces gens ont menti délibérément aux Français. Et là aussi, c'est pour ça que je vous parle de la caste ou la classe politique, parce que là, la caste politique a trahi à ce moment-là les Français. Quand ces gens vont au congrès de Versailles, forfaiture. Voilà, c'est une véritable forfaiture. Moi, j'appelle ça un viol démocratique. Et c'est à ce moment-là, en fait, que le basculement se fait. Et c'est-à-dire qu'on dit en 2008 aux Français, on se fout de ce que vous pensez. On s'en secoue la noix. On s'en fout, on n'en a rien à faire. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que chaque 5 ans, vous allez voter. Vous allez voter pour des candidats qui finalement naviguent dans le même marigot, qui ont à peu près les mêmes idées, notamment sur l'Union européenne et sur l'incarcération de la France dans le bunker juridique de l'Union européenne et le massacre social du libre-échange. Et puis, vous n'avez plus rien à dire. Et pour les députés, vous votez un peu, Et puis finalement, Emmanuel Macron, lui, c'est la cerise sur le gâteau. Il a des gens, il a le NFP, il a le RN, et il va chercher Michel Barnier, motion de censure qui a été posé, ça aussi c'est intéressant. Et puis après, il a mis qui? François Bayrou, qui a été quand même au commissaire au plan pendant 5 ans, poste taillé sur mesure par Macron à Bayrou en décembre 2020. Moi, je me suis dit, franchement, Nicolas, quand j'ai vu arriver Bayrou, bon, c'est un peu d'ironie, je me suis dit, Bayrou, il va arriver avec un plan de l'espace. Il a été 5 ans commissaire au plan, il avait des bureaux à Paris, il a même demandé des bureaux à Pau, il était maire de Pau. En 5 ans, il va nous faire un plan de l'espace. En 3 mois, il redonce le pays, puis ça fait 5 ans qu'il bosse dessus. Mais c'est pas possible. Enfin, je rappelle quand même, il n'a absolument rien fait. Et puis, il a quand même mis dans une conférence de presse sur la loi asile immigration, il y avait 3 ministres, Retailleau, Elisabeth Borne et lui-même. Ils ont mis quand même 12 minutes à trouver le verre d'eau qui était posé sur le pupitre. Imaginez pour aller récupérer 3500 milliards d'euros de dette avec ses zozos. C'est de l'humour, vous le comprenez, mais je veux dire par là, c'est qu'on se rend compte qu'on a une classe politique qui est complètement, plus que déconnectée,
qui ne sont finalement, ou qui n'est, la classe politique, qui n'est que la VRP ou le VRP, le petit télégraphiste de Bruxelles et des marchés. Et ça a l'air d'enfoncer les portes ouvertes, mais aujourd'hui, ça se voit énormément. Et on arrive à la fin d'un cycle. C'est-à-dire qu'il y a véritablement un truc intéressant. Je finis là-dessus. Sur nous, les ascendants, par exemple. Sur la ZFE, c'est intéressant ce qui se passe sur la ZFE. Vous en faites plusieurs pages. Ben oui, parce que ça fait un petit moment qu'on en parle. On aurait pu croire que ça aurait donné un peu les mêmes résultats que l'augmentation du prix du diesel à l'époque des Gilets jaunes. Mais non, ça accroche. Maintenant, ça accroche. Et pourtant, rappelez-vous, quelles ont été l'ampleur des manifestations des ZFE? Il y a eu à Paris, je sais qu'il y a eu à Paris. Non, mais il y a eu très peu. Voilà. Très peu. Vous m'enlevez les mots de la bouche, il y a eu très peu. Je veux dire, ça n'a pas été les Gilets jaunes, il y a eu à Montpellier, on était 222. Non mais il faut le dire, on était à 222 et quand j'ai pris la voie rapide pour rentrer dans Montpellier, pour ceux qui connaissent Montpellier, c'est l'avenue Permendes France, j'ai croisé un monde de fous qui allait à la plage en sens inverse. Parce que d'un côté, vous allez dans le centre-ville, de l'autre côté, vous allez à la plage, c'est la route des plages, ça s'appelle la route des plages. Ouais. Et quand je suis allé, moi, à ma voiture, avec les critères, je suis allé, bien sûr, je n'ai pas mis la critère, je suis allé à Montpellier pour suivre cette manifestation et voir un peu ce qui s'y passait. J'ai vu un flot de voitures ininterrompues se jeter à la plage, Carnon, Palavas et toutes les plages, pour ceux qui connaissent le coin. Et donc, on s'est bien rendu compte qu'il n'y avait pas grand monde à l'échelle nationale. Mais pourtant, ils ont reculé. Pourquoi ils ont reculé? Parce que les députés, Nicolas, quand ils sont rentrés en circo, là, on leur a dit, qu'est-ce que tu fais? Tu vas voter l'abrogation, on est d'accord. Et donc, ils se sont réveillés, ils se sont dit, attention, là, si je me trompe, ça va monter. Et puis aussi, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, jouent une force de contestation très importante. C'est d'ailleurs pour ça que Macron, à l'Élysée, a mandaté des sociétés privées pour aller, à un moment donné, sniper tous les réseaux sociaux pour voir quels étaient les points de fracture. C'est formidable, ce petit mot. Les points de fracture dans la société. Donc, on paye des sociétés privées avec l'impôt des Français pour aller voir ce que nous pensons d'eux. Bon, manifestement, je pense que l'avis est assez unanime. Je pense que on peut s'éviter des dépenses inutiles. Mais on se rend compte que ZFE, c'est intéressant parce que nous, les Sandans, les ZFE, sans grande manifestation comme les Gilets jaunes, ils ont reculé. Bon, maintenant, on a Éric Lombard, monsieur 21 millions de patrimoine, qui nous dit... Oui, on a perdu, mais on va quand même l'imposer. Macron, 4 jours avant, oui, mais les ZFE, il ne faut pas faire marche arrière sur la politique écologique qui crée des centaines de milliers d'emplois. Bon, peu importe. Et on se voit quand même tout de même que, quand je parle de nous les Sandans, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une constitution, une prise de conscience au fur et à mesure des crises, notamment les ZFE. Maintenant, il va y avoir les DPE, il va y avoir la PPE également, avec les 300 milliards d'euros qu'on veut dépenser dans les éoliennes. Il y a des gens, quand vous avez plus rien dans le frigo, à un moment donné, ou que le frigo se raréfie, ou comme la période charnière de l'été. Vous savez, la période charnière de l'été, c'est les gens qui se disent « Où je vais partir en vacances, là, en juillet ?» Eh bien, qui commencent à faire les comptes, qui commencent à regarder sur les comptes épargne, qui commencent à regarder l'argent qu'ils ont de côté, et qui se disent « Ben là, on ne va pas pouvoir faire ça, et ils comparent rapidement avec l'été dernier, et ils comparent après avec l'été d'avant, et ils comparent encore avec l'été d'avant, encore d'avant. Et c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de se rendre compte économiquement que là, ils sont pendus. Et c'est là que je dis qu'il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte des difficultés économiques, qu'il n'y a aucun avenir et que même on va vers le crash économique, je pense que je ne révèle rien ici sur le plateau de GPTV, et qui commencent à prendre conscience. Donc, ils se constituent comme une classe sociale, et eux aussi se disent, oui, mais nous aussi, on est écrasés. Et c'est les mêmes, Nicolas, qui ne se posaient pas les mêmes questions pendant les Gilets jaunes. Combien de fois pendant les Gilets jaunes, on m'a dit... Alors moi, je les suis depuis le canapé, je regarde BFM, mais c'est vrai que moi, ils m'emmerdent parce que le week-end, quand je vais aller à Ikea ou Darty, ils bloquent le rond-point. Et j'ai eu beaucoup ce genre de réflexion, mais je leur dis souvent, et je leur disais à cette époque-là, c'était il y a 2 ans ou 3 ans, je leur ai dit, je t'invite à ne jamais cracher sur l'avenir. Jamais. Parce qu'aujourd'hui, les mêmes qui me disaient ça il y a 2-3 ans, ils sont aujourd'hui dans une situation économique très très difficile et ils se retrouvent, ils sont pendus, véritablement pendus économiquement parce qu'ils ont des enfants, parce qu'ils ont des crédits. Et là, on voit que la société commence à basculer concrètement, qu'il y a des prises de conscience.